Salut à tous et bon retour sur la chaîne. Lors de l'épisode précédent, je vous avais dit qu'on parlerait cette fois-ci des capteurs. Bah c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, un capteur, c'est quoi? Dans le sens où on l'entend généralement, c'est l'objet qui va transformer la grandeur qu'on veut mesurer, l'ouverture d'une fissure, l'inclinaison d'un objet, etc., en un signal qui va pouvoir être traité après par un dispositif d'acquisition. Ça, c'est, on va dire, la définition grand public, même usuelle. Si on regarde le VIM, Vocabulaire International de Métrologie, un joli pavé, pas drôle du tout, un dictionnaire quoi. Le VIM nous apprend que, je vais avoir besoin de ma petite définition, le capteur est un élément d'un système de mesure qui est directement soumis à l'action du phénomène, du corps ou de la substance portant la grandeur à mesurer. Ok, on est bien avancé. Voyons quand même, puisqu'il est question de système de mesure, qu'est-ce que ça nous dit? Toujours le VIM. Le système de mesure, c'est l'ensemble d'un ou plusieurs instruments de mesure, et souvent d'autres dispositifs, comprenant si nécessaire réactifs et alimentation, assemblés et adaptés pour fournir des informations destinées à obtenir des valeurs mesurées dans des intervalles spécifiés pour des grandeurs de nature spécifiées. Wow. Voilà, c'est pas marrant, comme je vous le disais. Mais en gros, le capteur, ça va être effectivement, dans notre système, ça va être l'élément qui va être directement soumis à ce qu'on veut mesurer. Donc, par exemple, je vous parlais d'un fissuromètre, ça va être si c'est un fissuromètre résistif, ça va être la piste résistive du fissuromètre. Bon, oublions un peu le VIM quand même un moment. Juste pour prendre quelques exemples quand même, pour que ce soit un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on a comme capteur? Justement, je vous parlais des extensomètres. On a aussi des capteurs de température. Dans notre environnement quotidien, des capteurs de température, on en a plein. Que ce soit dans les bâtiments, pour de la clim notamment, que ce soit dans nos smartphones. C'est assez fréquent que nos smartphones soient équipés d'un capteur de température au niveau du processeur, et pour un certain nombre d'entre eux au niveau de la batterie, pour surveiller justement la recharge, que la batterie ne surchauffe pas. On en a dans des capteurs de température, à nouveau, on en a dans les véhicules, pour surveiller la température moteur, la température de l'habitacle. Toujours dans la surveillance de la température, comment ne pas citer les capteurs de température utilisés pour le suivi du permafrost, qui eux sont installés dans des forages dans la roche ou dans le sol. Et puis après on a d'autres, puisqu'on parle de température, on peut aussi parler météo, et donc des stations météo, qui elles sont plutôt un ensemble de capteurs, avec donc capteurs de température, souvent associés à un capteur d'humidité, capteur de pluviométrie, capteur d'ensoleillement, capteur de direction et de force du vent, etc. Il y a un assez grand panel de capteurs utilisés dans plein de situations différentes. Ces capteurs, ils ont des caractéristiques. La plupart du temps, quand vous allez choisir un capteur pour une application spécifique, vous allez regarder sa fiche technique qui va vous donner plein d'informations sur ce capteur, notamment sa résolution, c'est-à-dire la plus petite variation de la grandeur à mesurer qui va entraîner une variation du signal de sortie. Si je prends un fissuromètre avec une résolution d'1 centimètre, ça veut dire qu'il faut que, pour observer un changement dans mon signal de sortie, et donc dans ce que va enregistrer mon datalogger, il faut qu'il y ait un changement au minimum d'1 centimètre. Donc bon, pour un fissuromètre, suivant ce qu'on veut, c'est pas une résolution extrêmement terrible. Il y a la linéarité du capteur. Encore que, voilà, certains me disent, c'est pas vraiment... Certains capteurs ont une réponse linéaire, mais un certain nombre n'en ont pas. Donc, bon, à prendre avec des pincettes là-dessus. On a la répétabilité d'un capteur, c'est-à-dire l'idée que pour une même valeur en entrée, il faut qu'on retrouve, si possible, la même valeur dans le signal de sortie. On a l'hystérésis, qui est la dépendance en fait
d'une mesure à l'historique des mesures du capteur. Ça, c'est assez vrai dans le cadre de capteurs de température qui se basent sur une thermistance. Puisqu'en fait, pour mesurer une thermistance, on va injecter un courant, mesurer ensuite on va dire la réponse du capteur, un changement dans la résistance de cette thermistance. Le souci, c'est qu'en injectant un courant dans la thermistance, on va la faire chauffer un peu. Donc le fait de réaliser la mesure, d'injecter du courant pour pouvoir réaliser la mesure, va modifier la condition de réalisation de cette mesure. Donc au tout début, quand le capteur est à froid, on injecte le courant, on a la mesure avec le capteur à froid. Mais si on continue à injecter du courant en permanence ou sans lui laisser le temps de refroidir, en fait on va induire une dérive de cette thermistance du fait qu'on est en train de la faire chauffer en injectant du courant. Alors il y a une limite, il y a un plafond évidemment, elle ne va pas chauffer infiniment, mais voilà, ça peut être suffisant pour perturber la mesure. Et voilà, il y a plein d'autres paramètres caractéristiques d'un capteur, et pour ça, il faut se référer à la fiche technique à chaque fois. Capteurs, on a deux grandes familles. On a les capteurs analogiques, qui eux, en gros, sont des capteurs dont le signal de sortie, c'est une tension, des impulsions, ou un dispositif qu'on va appeler tout ou rien, c'est-à-dire soit il n'y a rien, pas de tension en sortie, soit il y a quelque chose, mais il n'y a pas d'entre-deux. Ça se rapproche un peu du numérique, d'ailleurs des capteurs numériques, qui eux utilisent un protocole de communication fait de 0 et de 1. C'est une suite de il n'y a rien, il y a quelque chose, il y a rien, il y a quelque chose, etc. Selon le protocole, ces suites de 0 et de 1 sont bien évidemment interprétées différemment. Pour ce qui est des capteurs analogiques, donc le signal, c'est une variation de tension en fonction de la grandeur mesurée ou des impulsions, ou donc un signal tout ou rien. Le principe est simple, la variation du signal est directement en fonction de la variation de la grandeur qu'on cherche à mesurer. Pour de la variation de tension, c'est typiquement les capteurs potentiométriques, fissuromètres, clinomètres, etc., qui fonctionnent sur le principe d'un diviseur de tension, ou également, comme on l'a dit, le principe de la thermistance. Pour bien comprendre ces concepts de capteurs analogiques, je vous ai préparé une petite démonstration avec un potentiomètre, une thermistance, qui vont être mesurés par un Arduino Uno. Alors Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de prototypage open source. Les cartes, notamment les schémas, etc. sont en open source. L'ensemble des composants est connu. Donc n'importe qui peut les reproduire. Et puis sinon, tout simplement, acheter une carte Arduino. Donc ici, carte Arduino Uno. Les prix sont assez accessibles et ça permet de faire plein de choses. De la mesure de capteur, du contrôle de moteur, des petits calculs, etc. Alors, pour commencer, on a donc notre potentio ici, potentiomètre linéaire. C'est alimenté en 5 volts. Donc, selon toute logique, on va avoir, vous allez voir, on va le tester au multimètre, une mesure en fait qui va varier entre 0 et 5 volts suivant la position du curseur. Le curseur étant donc ici. Je fais mon petit branchement. Voilà. Pour qu'on puisse bien lire. Voilà, 5 volts. On est à 5 volts. Je me suis mis directement entre l'alimentation et le ground. Donc, peu importe comment je vais bouger mon potentio, on n'a pas de variation. On voit quelques variations ici, mais en gros on est dans l'incertitude de mesure, ou peut-être qu'à un moment donné, voilà, ma pince vient toucher un autre fil. Par contre, maintenant, si je me mets, c'est là le plus compliqué, entre la sortie de mesure d'un côté et le ground de l'autre,
Voilà, là vous voyez j'ai 5 volts. Si je déplace le curseur, on revient petit à petit jusqu'à 0 volts. Voilà. Et bien ça, ce potentiomètre, si on vient trouver un moyen de le fixer d'un côté, la base fixe, sur une partie, on va dire, une partie fixe, genre massif rocheux, voilà, ici, et qu'avec une tige, on vient relier le slider à une partie mobile de massif rocheux, genre par exemple de part et d'autre d'une fissure, et ben on se construit un fissuromètre résistif potentiométrique. Alors maintenant, donc, pour voir un peu plus dans le détail, on va basculer sur l'écran du PC. Voilà. Donc, petite présentation quand même du code. On affiche en premier, valeur 1, la résistance, la valeur de résistance de la thermistance, et en 2, la valeur lue sur le potentio. Voilà, en bleu, la résistance de la thermistance, en 2, la valeur lue sur le potentio, sachant que le potentio, j'ai codé de manière à ce qu'il nous ressorte une valeur entre 0 et 5000 millivolts, étant donné qu'on l'alimente en 5 volts. Donc si je fais varier mon potentio, voilà, on a notre courbe en orange qui monte jusqu'à 5000. Pas très visible ici, hein, parce qu'il y a un petit écrasement d'échelle. La thermistance c'est une 10K, donc elle a 10 000, un peu plus même là. Voilà, thermistance. Hop, je ramène juste le curseur du potentio à 0, voilà. Thermistance, vous allez voir, je vais la prendre entre mes doigts. Et tout de suite on voit qu'il y a une décroissance, c'est bien de la courbe de valeur. Et on revient vers du, on va dire, 7500 ohms. Si je relâche, ça remonte assez vite. Donc voilà, là, on a deux capteurs analogiques. Les deux d'ailleurs sont placés en configuration hein, de diviseur de tension. Si on regarde bien, la thermistance ici, on a la thermistance, elle est alimentée ici. Tac, le courant passe ici, ressort par là, hop. Il arrive à ce niveau-là, il passe par une résistance de précision qui complète en fait le circuit diviseur de tension, et on va mesurer la tension juste ici, à l'entrée, en fait entre la sortie de la thermistance et l'entrée de la résistance qui vient compléter le circuit. Pareil pour le potentiomètre, hein, on a trois fils, arrivée du courant, sortie du courant plein potentiel, donc ce qui serait notre résistance complémentaire, et sortie du courant le long du curseur, ce qui fait notre résistance variable. On a aussi donc les capteurs à impulsion, typiquement le pluviomètre à objet basculant. Au sein du pluviomètre, on a deux petits objets qui vont se remplir au fur et à mesure avec la pluie. Ils sont montés autour d'un axe. Quand un objet est plein, son poids entraîne le basculement autour de cet axe, ce qui fait qu'il y a un petit aimant en gros qui va venir déclencher une impulsion. Après au niveau de l'axe, en fait cet aimant est repéré, l'impulsion est détectée, et ça nous fait notre signal de sortie. Dispositif tout ou rien, ça va être par exemple le détecteur de lave torrentielle. C'est classique à plongeur. On a donc des plongeurs dans le lit du torrent. Quand il y a une lave torrentielle, un fond de lave torrentielle qui arrive, ça fait basculer ce plongeur, ça crée un contact, hop, l'information est récupérée par le datalogger. On a aussi le cas un peu particulier des capteurs 4-20 mA. Cette fois-ci, on n'envoie pas une variation de tension, on envoie une variation d'intensité entre 4 et 20 mA. Ça a quelques avantages.
notamment le fait qu'on ne commence pas à 0. Donc si jamais le datalogger lit 0, il sait tout de suite qu'il y a une erreur. Le capteur ne fonctionne plus, le câble est coupé, etc. Ça a surtout l'avantage de permettre une transmission du signal sur une assez longue distance. Si le capteur renvoie 6 mA qui doivent ensuite parcourir 200 mètres de câble, à l'autre bout on retrouvera 6 mA. Alors que si c'est une tension, on a vraiment une chute de tension le long du conducteur. Donc, si on avait 2,5 volts, peut-être qu'au bout de 200 mètres de câble, on n'en aura plus que 2,3. Donc derrière, ça fausse un peu notre mesure. Pour lire un capteur analogique, il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. C'est-à-dire un petit circuit qui va venir traduire l'information analogique, la tension lue, en un signal numérique qui va pouvoir être interprété après par notre code. Donc ce signal numérique, tout simplement, c'est une suite de 0 et de 1. Donc un convertisseur analogique numérique, ici sur le Arduino Uno, on en a un grâce à la puce qui est ici, qui est un ATmega 328P, qui comporte un convertisseur analogique numérique 10 bits, mais voilà, on en retrouve sur un certain nombre de plateformes de prototypage. Donc sur un Arduino Pro Micro, pareil, un ATmega 32U4, sur, ça c'est une DigiSpark mais qui se base sur un AT-Tiny, donc c'est toujours des contrôleurs qui sont faits par la même marque, Microchip. Si on passe sur d'autres marques comme ESP, le ESP32 c'est pareil, il inclut un convertisseur analogique numérique, CAN, celui-là c'est un 12 bits. Par contre, d'autres cartes, notamment le Raspberry Pi, lui n'en inclut pas. Donc si on veut lire un capteur analogique, un potentiomètre, une thermistance avec un Raspberry Pi, bah, il va falloir faire appel à un circuit externe, un convertisseur analogique numérique dédié qui va pouvoir communiquer avec le Raspberry Pi. Ici c'est un MCP 3008 qui va communiquer donc avec qui est parfaitement compatible avec le Raspberry Pi. Parmi les autres systèmes où on ne trouve pas ce convertisseur analogique numérique, ou en tout cas pas facilement accessible, ça va être typiquement un ordinateur de bureau, un ordinateur portable. Les capteurs numériques, eux, ils font en fait un ensemble d'opérations. Ils vont réaliser la mesure proprement parlée, ils vont appliquer derrière, si besoin, des coefficients, des offsets, etc. Et ils vont conditionner le signal sous la forme d'une suite de 0 et de 1, un signal numérique. L'ordre, on va dire, de ces 0 et des 1, la vitesse d'enchaînement, etc. Tout ça dépend du protocole choisi. Donc après, par exemple, pour parler des protocoles un petit peu, dans le monde maker, on retrouve assez souvent l'I2C et le SPI. Dans le monde plus industriel, on va assez souvent retrouver le Modbus, le CAN-bus, sachant que ces milieux, on va dire, sont interchangeables. On peut très bien avoir des dispositifs pour mesurer, pour aller lire du Modbus dans des composants maker, que des possibilités de lire des capteurs en I2C avec des dataloggers industriels. Ça pose quand même la question, évidemment, au niveau du datalogger, de compatibilité du protocole. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, la Campbell CR1000, par exemple, ne peut pas lire les capteurs, ne peut pas communiquer avec les capteurs I2C, ne peut pas utiliser le protocole I2C. Donc, si mon capteur c'est un I2C, je ne peux pas l'utiliser avec ma CR1000. Par contre, normalement, je pourrais l'utiliser avec ma CR6, qui elle est programmée pour pouvoir interpréter, communiquer sur ce protocole. On revient donc rapidement à cette notion de convertisseur analogique numérique. C'est un circuit qui en fait convertit le signal analogique, la tension la plupart du temps, ensuite de 0 et de 1. On va dire que c'est une obligation d'avoir cette conversion au niveau du datalogger pour pouvoir lire un signal analogique. La seule exception, enfin les seules exceptions, c'est les signaux par impulsion et les signaux tout ou rien, qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs d'un signal impulsion, puisque l'impulsion c'est soit
il se passe rien, soit tac, impulsion, tout, et puis après on revient au rien. Et dans ce cas-là, c'est plus un circuit de comptage, et là, même typiquement, un Raspberry Pi, qui n'est pas équipé en interne d'un convertisseur analogique numérique, peut lire des impulsions. Ça se rapproche un peu du numérique. Par contre, pour ce qui est des variations de tension, ou des variations de courant, hein, dans le cadre du cas de 20 mA, il faut donc ce convertisseur analogique numérique. Pareil, comme pour un capteur, il y a un certain nombre de paramètres qui vont caractériser ce convertisseur analogique numérique, dont un des plus visibles, on va dire, c'est sa résolution, qui est exprimée en bits. Donc par exemple, dans le cas d'un Arduino Uno, le convertisseur analogique numérique, c'est un convertisseur 10 bits. Ça veut dire que les variations de tension vont pouvoir être représentées par 2 puissance 10 valeurs différentes, soit 1024 valeurs. Nos 5 volts de tout à l'heure, 5000 millivolts, ils sont représentés par 1024 états différents. Si on prend un convertisseur 12 bits, c'est 2 puissance 12, soit 4096 valeurs différentes. Donc on voit là que notre signal entre 0 et 5 volts, il va pouvoir être interprété plus finement au niveau de l'ADC par ce changement de résolution. On trouve assez fréquemment aussi du 16 bits, du 20 bits, on peut trouver du 24. Tout dépend un peu des applications, sachant qu'en général, des capteurs avec une plus grosse résolution ont tendance à... des ADC avec une plus grosse résolution ont tendance à être un peu plus chers. Encore une fois, justement en parlant de résolution, la résolution de l'ADC est directement liée à celle du capteur. Vous prenez un potentiomètre, en fait sa résolution théorique elle est infinie, puisque c'est le déplacement d'un curseur sur une piste résistive. Théoriquement, le curseur il peut se trouver n'importe où sur cette piste, il peut prendre un nombre infini de positions. Par contre, derrière, au moment de la conversion du signal analogique en signal numérique, il ne pourra prendre que 1024 valeurs potentielles. Donc pour le coup, c'est le conditionnement du signal dans l'ADC qui va définir la résolution du système. Si c'est un 10 bits, 1024 positions, si c'est un 12 bits, 4096, si c'est donc 11 bits, 2048, etc. C'est un ensemble en fait, la résolution ici. Parmi les autres paramètres qui caractérisent un convertisseur analogique numérique, on peut aussi signaler la fréquence, qui est en fait le nombre de mesures que va pouvoir réaliser ce convertisseur dans une seconde. Le nombre d'échantillons qui va pouvoir être pris, le nombre de conversions de analogique vers numérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les capteurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prochaine vidéo a priori sur la thématique des dataloggers. À voir quand même en fonction un peu du planning, etc. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. J'espère d'ici à peu près un mois. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine!